Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nouvel épisode de Reprendre la mer avec Interentreprise. Vous vous souvenez? Nous allons vous faire aimer la mer. Tout d'abord, l'actu. Le mois dernier, nous avions évoqué l'engagement pris par les 41 États présents lors du premier sommet de l'océan en février dernier, celui d'en finir avec la pollution plastique des mers. Eh bien, l'urgence s'est encore renforcée ces dernières semaines avec une étude parue fin mars qui démontre que le plastique se retrouve aussi dans le sang des humains. Des chercheurs de l'Université libre d'Amsterdam ont en effet démontré que sur un échantillon de 22 donneurs volontaires anonymes et en bonne santé, le sang de 17 d'entre eux contenait des microplastiques. Principalement du PET, le plastique qui sert à fabriquer des bouteilles qui se retrouvent dans les mousses isolantes, etc. C'est un dérivé du pétrole. Ce sont en fait les plastiques produits voilà 50 ans qui s'émiettent aujourd'hui et se retrouvent en particules fines dans l'air, dans la nature, dans l'être humain et dans les océans. Lors du premier sommet de l'océan, dont les représentants des 41 États présents ont reconnu en outre que 9 millions de tonnes de plastique sont déversées chaque année dans les océans, dont 80% proviennent des côtes et des fleuves. Pour enrayer cette pollution massive, ils reconnaissent qu'il faut investir massivement dans les structures d'assainissement et de traitement des déchets sur tous les continents. Dans nos îles aussi, la Martinique comme la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barth sont touchés par le sous-investissement dans les infrastructures d'assainissement et de traitement des déchets. Avec les élus, l'État français et l'Europe, ces îles doivent donc prendre leur part à ce plan Marshall contre le plastique dans les océans. Seconde actualité, bonne nouvelle, la propulsion des navires avec le vent progresse. L'association WIN, qui réunit des entreprises spécialisées en propulsion par le vent, vient de sortir un livre blanc. Il présente des données démontrant que ce type de propulsion peut réduire jusqu'à 20% des émissions de gaz à effet de serre des navires déjà en circulation grâce à des réaménagements et de 30% pour les navires en construction. Les voiles peuvent en effet fonctionner seules ou en complément d'une motorisation classique, ce qui leur permet de s'adapter aux contraintes économiques du transport maritime, notamment en termes de vitesse. Ce type de motorisation peut également avoir l'avantage de supprimer la pollution sonore. De son côté, une étude prospective menée par le ministère des Transports du Royaume-Uni estime faisable d'équiper de motorisation par le vent jusqu'à 45% de la flotte mondiale d'ici à 2050. L'Association française des utilisateurs du transport de fret envisage même d'utiliser en priorité la propulsion par le vent dès 2025. L'ADEME, de son côté, par le biais d'un programme d'investissement d'avenir, soutient une dizaine de projets à hauteur de 14 millions d'euros. Pour info, 15 premiers navires de charge à voile nouvelle génération voguent déjà sur les flots, par exemple. Pour transporter le lanceur de la fusée Ariane 6 jusqu'en Guyane, la société Zéphyr et Boré a opté pour son navire Canopée, un cargo à propulsion mixte. Il est équipé de 4 ailes articulées et d'un moteur diesel utilisé pour les manœuvres. Il atteint une vitesse jusqu'à 17 nœuds. En clair, pour réduire l'impact du transport maritime sur le climat, il faudra que les constructeurs et les compagnies acceptent de nouveaux compromis de productivité, à savoir réduire la vitesse ou le poids des navires. Dernière actu, le comité de pilotage du plan Grand Fonds Marin a été installé fin février. Il dispose d'un budget de 300 millions d'euros. Ce comité regroupe les représentants des ministères des Affaires étrangères, de la mer, de la recherche, de l'industrie, des armées, de la transition écologique, des Outre-mer et des opérateurs spécialisés dans le milieu marin comme l'Ifremer, ainsi que le service hydrographique et océanographique de la marine. Ce comité va piloter le lancement de grandes missions d'exploration des fonds marins, Outre-mer compris. Avec cette instance, la France veut maîtriser ses fonds marins afin d'assurer sa souveraineté sur ces territoires immergés. Et maintenant, notre invité. Bonjour Monsieur Nagam, comment allez-vous aujourd'hui? Bonjour, ça va très bien, Monsieur Nagam se porte bien. Je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui dans le cadre d'un projet que porte la FTPE qui s'appelle Guadeloupe Éolien Offshore. Tout d'abord,
Qui est la FTPE? Qu'est-ce que c'est que cette organisation? Mais la FTPE est une organisation patronale destinée à accompagner les petites entreprises et surtout à rechercher les voies et moyens pour le développement du territoire de la Guadeloupe à travers le potentiel de la Guadeloupe, parce que la Guadeloupe est un territoire riche. Et donc la FTPE porte, depuis 2016, vous m'avez expliqué, un projet éolien offshore, Guadeloupe éolien offshore. Depuis, voilà, pourquoi un syndicat de très petites entreprises s'intéresse comme ça à un projet tel que celui-là? Mais comme on dit, ceux qui souffrent réfléchissent. Et c'est vrai qu'avec l'accompagnement de quelqu'un comme Aubert Bégarin, qui connaît très bien la mer, et aussi Charles Portier, marin pêcheur de son état, mais qui aussi a tracé depuis l'histoire de Beauport, l'histoire des fonds marins de Port-Louis et d'Anse-Bertrand, donc c'était pour nous un peu, c'est très facile de le faire. Donc c'est un accompagnement. Et vous considérez en plus que ce projet s'inscrit dans la stratégie de la France, voire de l'Europe en la matière. Mais je peux répéter ce qu'a dit la ministre de l'Industrie. Le projet Géo s'inscrit dans la relance industrielle de la France. Donc c'est pour vous dire que nous y croyons, nous y avons cru et nous y croyons plus que jamais. Parce que l'essentiel aujourd'hui, où on a bien compris qu'il est utile pour nous de trouver un moteur de croissance pour nos territoires, de manière à recréer l'emploi et relancer l'activité économique de nos territoires. Alors détaillez-nous un peu ce projet Guadeloupe éolien offshore. Mais Guadeloupe éolien offshore, c'est simplement un projet de qualité industrielle pour l'exportation d'énergie, pour permettre effectivement que nous ayons une chaîne de valeur et que nous retrouvions à travers le potentiel énergétique de la Guadeloupe un moteur de croissance qui permettrait effectivement de redonner, de rebooster, de redonner l'emploi et de redonner de la croissance. C'est-à-dire que de permettre à la Guadeloupe de retrouver un chemin comme à l'époque, dans les années 60, de la canne à sucre. Mais où pensez-vous l'installer? Eh bien, au large d'Anse-Bertrand, à 30 km. Déjà, première chose, la Guadeloupe possède une zone économique exclusive. Exactement, de 86 000 km², donc au large d'Anse-Bertrand, sans gêner le chemin des bateaux et des navires porte-conteneurs. Nous installons effectivement un parc éolien important qu'on appelle les éoliens flottants, les éoliens, les parabalastes comme on les appelle techniquement, et le plateforme offshore se trouvera bien entendu à Port-Louis, dans une zone de mer calme, plate, où nous n'ayons pas effectivement de difficultés maritimes. Alors combien d'éoliennes vont être installées dans le cadre de ce parc? Donc un parc éolien va en général de 50 à 1000. En général, comme celui qui va être installé en Chili, comme celui qui va être installé au nord de l'Allemagne. Aujourd'hui, nous voulons effectivement de cette technologie porteur, parce qu'il faut savoir que l'Europe aujourd'hui prévoit dans l'énergie verte un programme de 100 milliards de dollars. Et quelle serait sa puissance? Là, on 30 gigawattheures de production. On trouve que c'est exagéré. Mais aujourd'hui, justement, les projets du Chili et de l'Allemagne sortent effectivement à 30 gigawattheures. Qui vous a aidé à porter un tel projet? Parce qu'il est extraordinaire. La chance que nous avons eue, effectivement, c'est d'avoir rencontré ceux qui ont construit la France quand ils étaient aux affaires, et leur technicité, leur connaissance de la mer. Je rappelle que nous avons des personnes qui ont dirigé la puissance maritime de la France à Toulon. Nous avons aussi des techniciens ENARC à la retraite qui ont dirigé les affaires de la France, les partis d'énergie qui sont aujourd'hui contrôleurs honoraires des finances de la République à Bercy. Donc c'est pour vous dire qu'on a des pointures. On peut les citer, oui. Bernard Dujardin, qui est gérant de Century Fly, qui est effectivement un ancien de l'administration de l'Intérieur. Et M. Francis Fay, qui a dirigé Air Liquide et qui a été aussi vous avez c'est maritime à Toulon. Et qui a aujourd'hui une société de conseil, FF Conseil. FF Conseil, voilà. Et donc, à quel point vous en êtes aujourd'hui? Aujourd'hui, nous en sommes à la préparation du cahier des charges de l'étude de faisabilité. Et donc, nous accompagnons effectivement la collectivité régionale, parce qu'il faut savoir que le projet Géo, c'est un projet qui doit être porté par la collectivité régionale, même si nous l'avons initié. C'est aujourd'hui au président Chalus de déposer sur la table du président de la République ou du Premier ministre le projet Géo pour la reconnaissance. Parce qu'il faut savoir que le Premier ministre Jean Castex, qui le 17 mars vient de présenter les projets éoliens en mer de la France, a reconnu que 52 projets dans la Méditerranée. Or, nous savons de sources sûres que
communes en Méridien ne veulent pas des projets éoliens de la mer. Or, mais à aucun moment, un gouvernement français ne cite l'outre-mer, deuxième puissance maritime de la France aujourd'hui, la Guadeloupe. Donc, à aucun moment, nous ne représentons une activité économique pour la France. Donc, ça aussi, c'est à signaler parce que je trouve inadmissible, effectivement, qu'on a beau dire que nous faisons partie, la France est la deuxième puissance maritime au monde. Grâce à l'outre-mer. Grâce à l'outre-mer. Et quand il s'agit de développement économique, de développement industriel, on oublie que nous sommes cette puissance-là. Eh bien, il faut dire, c'est pour ça que le projet Géo est important, c'est pour mettre dans les yeux de la France hexagonale que la France n'est pas seulement hexagonale, mais elle est aussi éparse au sein de la planète. Et vous l'avez déjà présenté, il me semble, à un certain nombre de ministères. On l'a présenté, pourtant. On l'a présenté à Barbara Pompili, mais vous savez que quand on présente un projet à ces gens-là qui ouvrent des grands yeux, parce qu'en fin de compte, ils ne pensaient pas trouver sur leur table un projet venant, bottom-up venant en bas, qui n'est pas porté par un grand industriel. D'habitude, ils ont l'habitude de voir des gens venir chercher la course aux millions, mais là, aujourd'hui, c'est des jeunes Guadeloupéens, c'est aussi des petites entreprises qui ont réfléchi à l'émergence d'un projet pouvant porter leur territoire. Vous l'avez présenté aussi à la Commission de régulation de l'énergie, On a présenté, mais la Commission de régulation de l'énergie a bien compris que c'est un projet qui dépassait le plan pluriannuel de l'énergie de la France et de la région Guadeloupe. Parce que Géo, c'est un projet à l'export, c'est-à-dire que le potentiel de l'export de Géo, c'est un projet pour exporter l'hydrogène, le gaz et l'ammoniac. C'est pour ça que ça a de la valeur et que ça apporte de la croissance. Et 15 000 emplois de haute technologie de prévus directs, sans compter les sous-traitants de fabrication de pièces, parce que nous allons développer sur le territoire la scierie, la sidérurgie et tous les métiers de l'acier chez nous directement. Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, on a intérêt, que ce soit dans le cadre de la formation, que ce soit dans le cadre de développement, on a beaucoup intérêt à faire ce projet-là. Et pourtant, il y a un conseil de bassin Antilles, le CN, Conseil maritime ultramarin de bassin Antilles, qui a présenté un document stratégique. Et dans ce document stratégique, donc ce conseil concerne la Martinique, la Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, ils ont présenté un bilan stratégique et dans ce bilan, il y a bien de l'éolien. Absolument. Mais ce qu'il voudrait dire, c'est que, vulgairement appelé CEMUBA, qui est installé en Martinique, qui est dirigé d'ailleurs par le préfet de la Martinique. Les deux. Oui, mais c'est une co-direction. Une co-direction. Donc, ça qui voudrait dire qu'aujourd'hui, ils étaient peut-être étonnés parce que c'est pour la première fois depuis que, parce qu'ils se réunissent une fois par année dans un appel à projet, c'est la première fois qu'ils reçoivent un projet dans le. Et est-ce que vous l'avez présenté? On l'a présenté à CEMUBA. On ne va pas citer de nom, mais ils ont tous reçu. Le directeur de la mer en Guadeloupe qui devait nous recevoir parce que, mais malheureusement, avec le Covid, c'est l'excuse qu'on peut proposer. Mais aujourd'hui, tout le monde est au courant de ce projet. Il y a d'ailleurs notre projet porté par Accio Antilles, également un projet éolien. C'est une entreprise française spécialisée dans le photovoltaïque, le solaire. Accio a fait une étude, malheureusement, ils ont fait l'étude de leurs fenêtres à Montparnasse et parce qu'ils voulaient passer de l'éolien entre Marie-Galante et Cap-Esther. Et quelle sera la suite? Mais la suite aujourd'hui, c'est que nous devons établir ce cahier des charges, répondre d'ailleurs à l'appel à projet de la Banque des Territoires aussi, et permettre à la région Guadeloupe effectivement de bénéficier des fonds nécessaires pour cette étude de faisabilité. Donc le cahier des charges que nous avons déjà commencé à établir pour le compte de la collectivité régionale, pour qu'on puisse effectivement rendre, qui va à ce moment-là intéresser dans un appel d'offres, les grands énergéticiens comme Technip, Engie, Total, etc., et les Turcs aussi qui s'y intéressent à la Géo, les Canadiens aussi bien sûr. Donc tous ces gens-là qui s'intéressent, mais qui attendent simplement que l'appel d'offres soit lancé pour qu'ils puissent s'y intéresser et venir effectivement. Alors dernière information, Géo, donc Guadeloupe éolien offshore a été plébiscité par l'Institut français de la mer, ce qui n'est pas rien. Ah oui, tout à fait. En 2021, donc comme projet exemplaire. J'ai été surpris, c'est vrai, d'être lauréat 2021 de l'Institut français de la mer. Qui est une instance importante dans le domaine maritime. La revue maritime, etc. Donc, quand vous êtes honoré par ce genre d'institut, et vous pensez bien que c'est une fierté pour la Guadeloupe, c'est une fierté pour la FTPE, mais c'est une fierté aussi pour la qualité de ce que nous représentons en Guadeloupe. Merci beaucoup, Monsieur Nagam, et puis
bon vent à ce projet et en Merci. espérant que, quoi qu'il en soit, il poursuivra son chemin et il trouvera comment le réaliser. C'est aux élus Merci. guadeloupéens de croire à l'économie de la Guadeloupe. Merci infiniment. Maintenant, place au métier de la mer. Donc, nous allons faire connaissance de Mélanie, navigateur timonier et adjoint au chef de quart à la Marine nationale. Je suis le maître Mélanie et j'ai 32 ans cette année. Mon poste actuellement sur le Dumont d'Urville, je suis adjoint au chef de quart. C'est un métier qui consiste à naviguer sur l'eau forcément et à préparer tout ce qui est navigation, à préparer les missions, mais aussi pour la sécurité nautique du bateau. À savoir que pour être adjoint chef de quart, il est nécessaire d'avoir un certain nombre de qualifications du type permis côtier ou le permis hauturier. En tant qu'adjoint de quart, on assiste le commandant, mais on assiste aussi le chef de quart. Le chef de quart, lui, c'est les yeux du commandant à la mer. Il y a un système de quart en passerelle et ça consiste à ce qu'il y a 4 personnes en gros dans la passerelle et se divisent la journée en 4. Donc le bâtiment, il navigue H24 de minuit à minuit le lendemain, non-stop comme ça, ce qui fait on peut faire des missions pendant 3 mois, pendant 2 semaines, pendant 5 mois. Le bateau il peut continuer à naviguer comme ça non-stop. Adjoint chef de quart, ça consiste aussi à préparer notre arrivée en escale dans les différents pays. C'est espagnol, anglais, avec lesquels on parle le plus souvent avec les bateaux. Ça dépend des zones auxquelles nous sommes affectés, mais principalement c'est la langue anglophone qu'on est sollicité à plus parler. Ce qui me plaît beaucoup dans ce métier-là, ce sont les missions qui ne se ressemblent jamais. C'est-à-dire que tantôt nous sommes amenés à faire des missions de police de pêche. Tantôt, dans la même semaine, on peut aussi faire des missions de narcotrafic, mais aussi des missions humanitaires. Juste un exemple, quand nous avons fait une escale avec le porte-avions à Djibouti, notre équipage a été réquisitionné, pas seulement pour s'amuser en escale, bref, mais aussi pour aider. Nous avons aidé une école à Djibouti à reconstruire l'école, à repeindre le bâtiment et les enfants djiboutiens, ils étaient très contents de voir que les marins viennent comme ça pour les aider à reconstruire leur école. J'aurai plein d'exemples à vous donner. La persévérance, c'est quelque chose qui doit être inné chez nous. Parce que si on a tendance à baisser les bras, on verra rapidement pas mal de difficultés nous arriver. Pas mal de choses à apprendre encore en tant qu'adjoint de quart. Je ne suis pas encore arrivée en haut de la chaîne, bien sûr. Il y a des diplômes en interne qui se font dans la marine. Moi, je suis seulement titulaire d'un BAT, c'est un brevet d'aptitude technique. C'est comme si vous aviez le bac en interne dans la marine. Il y a des diplômes supérieurs, bien sûr, qui existent. Moi, mon cursus, le diplôme supérieur que je vise, ce serait le BS, c'est ce qu'on appelle le brevet supérieur. S'il faut donner 3 ou 4 conseils aux jeunes, je leur dirais de garder quand même la tête sous les épaules, de ne pas avoir peur de l'inconnu, de toujours rester motivé dans son travail, que ce soit dans les petites choses ou les grandes choses, et de toujours respecter aussi ses supérieurs. Et à partir de là, tout ira pour le mieux pour eux dans la marine. Voilà, Reprendre la mer avec Interentreprise est terminé, cette 2e édition. Donnez-nous vos impressions, faites-nous des suggestions sur reprendre la mer @interentreprise.com. Au mois prochain.